Bonjour à toutes et à tous, nous nous retrouvons pour la correction de la fiche 1 que je vous ai laissée pour faire le chapitre 3, dont le titre est « Comment les rois de France affirment-ils leur pouvoir au Moyen-Âge ». Cette vidéo que vous regardez, vous l'avez également en accès désormais à partir de la fiche, soit CTRL-clic, soit tout simplement en PDF. Il suffit d'appuyer, enfin de cliquer sur ici et vous aurez la vidéo. Je rappelle que vous ne devez pas imprimer cette fiche, alors il n'y a pas d'obligation à vrai dire, c'est une recommandation, mais il vaut mieux préserver, enfin, épargner plutôt l'encre et le papier, et ne pas trop imprimer, ça fait beaucoup trop de documents, on vous l'a déjà dit, je le répète, hein, c'est pas inutile. En revanche, apprenez à classer ces fichiers numériques, hein, soit sur ordinateur, soit sur une clé USB, dans un fichier qui serait par exemple Histoire 5e, et donc ici, chapitre 3 de notre deuxième partie, hein, comment les rois de France affirment-ils leur pouvoir au Moyen-Âge. Voilà. Alors revenons sur le travail que vous deviez faire. Dans un premier temps, il s'agit de comprendre que les rois sont les suzerains du royaume, et donc c'est ce qu'on appelle également la féodalité qui est au cœur du pouvoir royal, ou plutôt le pouvoir royal s'inscrit au cœur de la féodalité, c'est le sujet de cette fiche. Et tout d'abord, si le roi détient le pouvoir suprême, c'est parce qu'il a une dimension religieuse que lui confère le sacre. Et du coup, petit rappel, hein, notamment pour ceux qui avaient fait l'exercice d'approfondissement, le « je vais plus loin », dans la fiche 3 sur la place de l'Église dans la société médiévale, vous aviez travaillé pour approfondir l'art gothique sur la cathédrale de Reims. Eh bien, vous aviez sans doute vu à ce moment-là que c'est le lieu où se déroule le sacre des rois de France. Et la plupart des rois de France ont été sacrés, rois, dans la cathédrale de Reims. Et donc, le groupe de personnages qui atteste la dimension religieuse du pouvoir royal, sur la miniature que vous aviez à étudier, c'est le groupe des évêques, hein, que l'on voit dans la partie gauche de la miniature. Je vais vous la remontrer rapidement. Voilà, les évêques du royaume sont présents pour assister au sacre, ici de Louis IX, connu également sous le nom de Saint Louis, au moment de la cérémonie du sacre. Ils sont présents. Je reviens à l'affiche. Donc, c'est avec le sacre, du coup, le roi devient lui-même une personne choisie par Dieu, hein, d'où cette dimension religieuse. C'est l'onction divine, une onction qu'il reçoit à travers un geste très concret, qui est ce qu'on appelle le Saint-Crème, c'est-à-dire l'huile qu'il va recevoir. Cette huile qu'il reçoit le marque, et le marque donc comme personne choisie par Dieu, c'est l'huile de la Sainte Ampoule. D'après la légende, elle aurait été apportée par une colombe à l'évêque de Reims, Rémy, lors du baptême de Clovis. Donc c'est une légende évidemment, mais c'est sur cette légende et donc sur cette origine de la monarchie capétienne remontant à Clovis que s'est constituée la cérémonie du sacre, hein, du moins cette partie de la cérémonie. Voilà, la Sainte Ampoule. Ok. On la voit d'ailleurs dans l'extrait ici du film de Luc Besson, puisqu'on voit l'évêque qui est en charge de la cérémonie prendre une petite fiole. Si vous observez bien, il a une petite fiole avant de déposer la couronne, c'est la Sainte Ampoule. C'est donc qu'il va marquer le roi de cette sainte huile pour en faire un personnage dont la dimension est religieuse. Voilà, ok. Du coup, vous aviez à retrouver, après avoir lu le paragraphe B, page 86, différents insignes. Donc dans le document 1, page 83, et 5, page 91, d'ailleurs, on retrouve les mêmes, la couronne et le sceptre, et puis également dans l'extrait vidéo, la couronne, et je rappelle du coup, ici, hein, cette sainte ampoule que l'on aperçoit, même si ici, je n'attendais pas de vous que vous la retrouviez, je vous l'indique. Hein, c'est intéressant pour vous de savoir cette partie de la légende, car il s'agit évidemment d'une légende qui a entouré l'image de la royauté, qui a nourri l'image de la royauté. Mais cette part de légende, cette part d'imaginaire est importante. Nous, en histoire, on constate que les populations y ont adhéré, et elles y ont adhéré, elles ont considéré que ça faisait partie de la réalité de cette dimension religieuse des rois de France. Donc à nous de constater que pour les populations de l'époque, c'était un élément important. Évidemment, c'est une légende, hein, je le rappelle. Alors ensuite, la première dynastie, c'est la dynastie des Capétiens. Donc le fondateur est Hugues Capet, qui devient roi en 987. Alors, je reviens rapidement avec vous sur votre livre. Le manuel vous montre en fait, outre ici, vous voyez avec moi hein,
le paragraphe B, où on vous indique bien en 987, Hugues Capet est élu roi de France par les grands seigneurs du royaume, etc. Hein, je ne reviens pas là-dessus. Vous aviez néanmoins ce document également que vous pouviez observer, le document 5, qui nous présente l'arbre généalogique des premiers Capétiens. Les premiers Capétiens, c'est le début de cette dynastie. Voilà. Je reviens maintenant à la fiche. Donc, abordons maintenant ce thème de la féodalité. La féodalité, c'est les relations justement réciproques entre les seigneurs, avec d'un côté les suzerains et leurs vassaux qui vont prêter serment d'obéissance à leurs suzerains à travers une cérémonie dont vous avez compris que c'est la cérémonie de l'hommage, c'est-à-dire ce moment où un chevalier ou un autre seigneur devient le vassal d'un seigneur plus puissant, en général, qui devient de fait son suzerain. Le vassal promet fidélité à son seigneur, c'est ce que nous pouvons lire dans le texte, et en échange, il reçoit un fief, c'est-à-dire le plus souvent des terres, une petite seigneurie, ou une grande, tout dépend de l'importance du seigneur en question, et donc des revenus. Cette dimension économique n'est pas du tout négligeable, loin s'en faut. Alors, je vais plus loin, vous pouviez approfondir et citer un passage du texte qui illustre la définition du mot « hommage » dans le vocabulaire de la page 85. Donc, vocabulaire, page 85, hommage, une cérémonie au cours de laquelle un vassal s'engage à servir un autre seigneur, son suzerain, vous pouviez citer plusieurs passages. Le plus exact est au début du texte. Celui-ci répondit « Je le veux ». Si je reprends avec vous la lecture du document 3, page 84. Le comte demanda au futur vassal s'il voulait devenir son homme sans réserve. Celui-ci répondit « Je le veux ». Vous voyez, donc c'est bien ce moment-là, plus que les autres passages, ce passage-là, plus que les autres, qui illustre ce moment particulier de l'engagement. Alors, quelle étape de la cérémonie décrite dans le texte est-elle montrée dans le document 4, page 85 ? Donc ici, c'est intéressant que nous revenions ensemble à la page 85 pour bien comprendre ici ce qu'il fallait voir. Et on voit ici le moment où ils se joignent les mains. Ce signe-là est un signe d'alliance. Les mains jointes montrent que le vassal, à l'égard de son suzerain, lui apportera fidélité, le servira, mais en échange, le suzerain va lui apporter protection, essentiellement protection, et aide en cas de nécessité. Donc c'est une alliance réciproque entre le vassal et son suzerain. Je poursuis. Donc du coup, les rois, dans cet ordre féodal, dans cette pyramide féodale, constituée par les vassaux et leurs suzerains, eh bien, se trouvent à la tête. C'est ce que va nous montrer les deux documents ici. Alors d'une part, nous voyons qu'il y avait sur la miniature un autre groupe de personnages présents au moment du sacre, ce sont les grands seigneurs, et on avait vu qu'au départ, en lisant le paragraphe B, page 86, ils ont élu Hugues Capet, donc ils ont un rôle important dans la désignation du roi, mais encore une fois, c'est un rôle qui n'est pas total, puisqu'il y a également le groupe des évêques, mais c'est parce qu'ils ont ce rôle important qu'ils auront souvent des exigences à l'égard des rois de France. D'ailleurs, ils possèdent de vastes territoires. Ils sont puissants. Certains sont même plus puissants au départ que les premiers rois de France. Mais ils reconnaissent que le roi de France est leur suzerain et que ces vastes territoires à la tête desquels ils se trouvent, eh bien, ils les ont reçus en fief. Ce sont donc ses vassaux. Le roi, quant à lui, n'est le vassal de personne. C'est ce qui fonde aussi son autorité. C'est le suzerain des suzerains. Voilà, et donc du coup, le bilan, paragraphe A, page 86. Bien, pour ce qui est du travail prochain, je vous l'indiquerai sur Pronote, notamment ce qu'il conviendra de faire pour la reprise au retour des vacances. Ça ne sera pas très important, ça sera un petit travail, pas d'inquiétude, mais vous ferez déjà cette correction et le petit travail que je vous demanderai de faire pour le retour des vacances. Pour celles et ceux qui le souhaitent, je proposerai également un exercice d'approfondissement. En attendant, je vous souhaite bon courage, bon travail et je vous dis à bientôt. Au revoir.